Clément Anissé Guillama Massogo, ministre conseiller politique chargé du dialogue politique et social. Madame Samba Panza ne s'est pas spécialement opposée à Nairobi. Il s'est trouvé qu'il n'a pas été associé à cela, il n'a pas été invité. Il y a des Centrafricains qui ont été invités à Nairobi, notamment ceux qui forment les groupes armés, les rébellions. Et donc, les autorités kenyanes ont reçu les représentants de la Séléka, des anti-Balaka. Mais le gouvernement, la présidence n'a pas été associée. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et comme Madame la Présidente n'était pas conviée, elle a pris ses distances par rapport à cette initiative. Donc elle ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Alors voyons la présence de Todja, en voyant aussi la présence de celui qui instrumentalise les anti-Balaka, les animistes, M. Bozizé. Ne pensez-vous que c'est un affront au peuple centrafricain? Je peux vous dire que Madame la Présidente est dans une logique de rassembler tous les Centrafricains, de chercher les vraies causes de la crise et d'y trouver les solutions idoines. Et donc, si l'initiative de Nairobi tendait véritablement à mettre autour d'une même table les principaux commanditaires des groupes armés afin de trouver une solution durable, peut-être que c'était une initiative louable, peut-être. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, les autorités centrafricaines n'ont été associées ni de près ni de loin. Et donc c'est ça qui a certainement fait que c'était difficile d'avoir une position ou une perception positive de ce qui s'est passé à Nairobi. Alors les scandales qu'il y a eu avec l'argent octroyé par l'Angola, quelle lumière portez-vous par rapport à cela? Madame Samba Panza a été éclaboussée par rapport à cette affaire. C'est vous qui parlez de scandale. On vous a dit que c'était un problème de procédure qui n'a pas été respecté, mais il n'y a jamais eu de détournement d'argent. Et d'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale, dans les conclusions de leur rapport, ont été un peu plus clairs là-dessus. On a estimé que c'est un dossier qui était clos. Et donc, je ne vois pas là où il y a le scandale. C'est peut-être vous qui le voyez. Très bien. Alors, une question au niveau de la transition. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On repousse les dates. On va rentrer jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, on sait que c'est la période pluvieuse. On ne pourra pas quadriller toute l'étendue du pays. Est-ce qu'on voit ça, repousser ça au calendrier grec? Écoutez, la transition a été conçue dans un cadre bien défini, qui était l'accord de Libreville, qui avait prévu une transition de 18 mois, sinon de 24. Jusqu'au 18 février, on était à la fin des 18 mois. Et donc, pour permettre à la transition de se terminer dans de bonnes conditions, il fallait une prorogation. C'est ce qui a été obtenu avec l'avis conforme du médiateur international dans la crise centrafricaine qui a donc écrit le 22 décembre dernier pour donner son avis conforme suite à la requête des autorités centrafricaines. Et donc, à ce moment-là, au lieu de 18 mois, c'est 24 mois. Et les 24 mois courent jusqu'au mois d'août dont vous parlez. Alors, à ce moment, à ce jour, et selon ce que je sais, Madame la Présidente, toutes les autres autorités de la transition travaillent pour tenir ce délai. Mais la question, si j'ai bien compris sur le fond, c'est que les élections, est-ce qu'elles pourront se tenir dans cette période? En tout cas, c'est ce que Madame la Présidente souhaite, mais tout ne dépend pas que d'elle, puisque l'organisation des élections au plan technique, c'est la responsabilité de l'autorité nationale des élections. Et donc, selon le travail que cet organe est en train de faire, est-ce que ce délai sera tenu? Ça, il n'y a que l'autorité nationale des élections pour le dire. Mais selon le chronogramme qui a été soumis et qui a d'ailleurs été validé par le groupe international de contact sur la RCA, donc en principe c'est cela. Mais bon, vous parlez de la période de pluie, c'est une réalité. Mais bon, en tout cas, à ce jour, selon les informations qui nous parviennent de l'autorité nationale des élections, c'est beaucoup plus simplement de moyens. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris, mais qui ne sont pas matérialisés. Et donc, si d'ici là,
ces engagements sont matérialisés, peut-être que l'autorité nationale des élections sera en mesure d'organiser les élections dans le délai prescrit. Je vais essayer de rebondir sur cette question budgétaire. Alors là, la France met une petite somme qui a fait sourire tout le monde, d'ailleurs 500 000 € à peu près pour ce processus électoral. On attend au niveau de l'Union européenne à peu près 20 millions. Et on regarde au niveau de PNUD de ces 2 millions. Est-ce que vous pouvez partir aux élections sans avoir votre pécule personnel dans votre pays et attendre seulement la communauté internationale pour vous aider? La RCA est un pays aujourd'hui fragilisé par les crises récurrentes. C'est ce qui fait qu'elle ne dispose pas des moyens propres. Mais sinon, ajouter à cela d'ailleurs le fait qu'une bonne partie de son territoire n'est pas sous contrôle, et notamment les zones où il y a des ressources du sous-sol. Et donc, ces zones qui sont en train d'être libérées, dès qu'elles seront effectivement libérées, feront en sorte que l'État ait le contrôle sur l'entièreté de son territoire et donc pourra lever les impôts et pourra peut-être être en mesure de faire face à ces dépenses de souveraineté. Donc ce n'est qu'une question de contingence historique. Mais sinon, la République centrafricaine, sans aucun doute, a tous les atouts pour payer des élections. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Un proverbe qui dit « la main qui vous nourrit, c'est la main qui va vous coloniser », en fait, qui vous colonise. Alors, la France paye l'administration centrafricaine. On voit au niveau trésor français qui paye. Alors, ne pensez-vous pas que la main de la France est vraiment présente au niveau de la Centrafrique et la Centrafrique ne pourra pas se relever avec ça? Je ne sais pas vraiment si le problème se pose en cette ère. Ce que je sais, c'est que, compte tenu de la fragilité de la situation économique du pays, toute la communauté internationale dans la France s'est mobilisée aux côtés de la RCA, non pas que sur le volet que vous évoquez, mais aussi sur le volet sécuritaire. Et ce sont les troupes françaises sangaris qui interviennent sur le terrain pour sécuriser non seulement les populations, mais aussi les autorités de la transition. Mais il n'y a pas que la France, il y a aussi d'autres pays. Il n'y a pas que les pays européens. Il y a l'Union européenne, certes, mais il y a aussi les pays africains, les pays de la zone CEMAC, de la CEAC, etc. Donc, aujourd'hui, l'assistance dont bénéficie la République centrafricaine est une assistance d'origine internationale. C'est dans le cadre de la mobilisation de la communauté internationale à l'appel du secrétaire général des Nations Unies que tous les pays du système des Nations Unies apportent leur contribution à la République centrafricaine. Et je ne sais pas s'il faut vraiment rougir de cela. Tous les pays en crise ont déjà eu à bénéficier du soutien de la communauté internationale. Et que je sache aussi, quand on est membre des Nations Unies, du système international, mais au moment des difficultés, on est quand même en droit d'attendre la manifestation de la solidarité de cette communauté internationale. Et donc, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, comme je le disais, on n'a pas à rougir que la communauté internationale intervienne aujourd'hui pour voler au secours de la République centrafricaine, qui est un pays membre à part entière de la communauté internationale. Je terminerai avec la question de la sécurité parce que c'est votre leitmotiv pour en fait pacifier le pays. Il faut la volonté de tous. Les anti-Balaka, les Séléka, le gouvernement, la transition et tout le monde, les animistes, les chrétiens, les musulmans et tout le monde d'ailleurs. Alors il s'avère que là, chacun a ses zones de prédilection, c'est-à-dire que là où on peut récupérer du minerai, de diamants, l'or, etc. Et vous croyez que ces gens-là vont libérer leur zone pour pouvoir se mettre autour d'une table afin d'aller vers un processus de paix? D'abord, il faut nuancer votre idée. Ce n'est pas tous les Séléka ou tous les anti-Balaka qui sont dans cette logique. Il y en a qui aujourd'hui ont compris qu'il faut aller vers la réconciliation, vers le dialogue, il faut déposer les armes, puisqu'ils ont été signataires de l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville du 23 juillet 2014. Donc ce sont malheureusement quelques brebis galeuses qui continuent véritablement à
à faire prospérer l'idée de l'occupation de certaines zones. Mais si vous avez bien suivi l'actualité, le processus est engagé de faire en sorte que tous ces bandits de grand chemin soient mis hors d'état de nuire. Donc voilà, je pense que les choses vont évoluer assez rapidement. Merci infiniment, monsieur le ministre. Pour terminer, pour partir, la question là revient toujours. Djotoja, le président qui vient de partir, qui provoque en fait, si on veut, des troubles dans ce pays, et vous le connaissez, ces présidents. Vous croyez qu'il faudra mettre en place une réconciliation nationale, avant cette réconciliation nationale, traduire ces gens-là devant des juridictions internationales ou autres? Non, mais c'est Bozizé, je parlais aussi. Hein. Si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, dans le processus de dialogue et de réconciliation, Madame la Présidente de la République met un accent particulier sur la justice. Puisque au cœur du processus, il y a la justice. Tant qu'il n'y aura pas une lutte implacable contre l'impunité, peut-être que tout ce qui va se reconstruire dans ce pays ne sera que sur du sable mouvant. C'est pour cela que ceux que vous avez cités, mais aussi bien d'autres. Vous savez, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a commis des experts qui font des enquêtes sur le terrain pour déterminer exactement qui a fait quoi et quelle est l'étendue des dégâts et quelles sont les responsabilités. Donc il y a un comité des experts qui travaille et qui fait des propositions de personnalités qui doivent figurer sur la liste des sanctions. Et donc à ce jour, il n'y a pas que ces personnalités que vous avez citées, mais il y en a bien d'autres qui, certainement dans les jours à venir, verront leur liste publiée et qui auront à répondre de tout ce qu'ils ont commis de nocif, de nuisible, mais sinon de maléfique contre leur pays et leurs concitoyens. Donc la question de l'impunité aujourd'hui en République centrafricaine est une question cruciale, nodale. Et donc les autorités de la transition, la présidente en premier chef, font en sorte que cette volonté des populations d'aller vers la justice, la réparation et la réconciliation au bout, que cette volonté-là soit palpable. Et donc c'est pour cela que rien ne fera que tous ceux qui ont commis des exactions, qui ont commis des crimes, qu'ils puissent effectivement répondre, si ce n'est pas devant les tribunaux nationaux, mais que ce serait devant les tribunaux internationaux. Merci infiniment, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci.